Je vais vous parler de value design et en fait aujourd'hui on va aborder un sujet sur un autre terme qui est le value selling, sujet qui tient à cœur à pas mal de mes confrères. Donc on va travailler sur un sujet comme ça. Le value selling, c'est une façon de vendre en s'intéressant à autre chose que la réduction du prix de vente. Oui, on peut, c'est de là que ça part. Enfin, c'est une des façons de vendre correctement, mieux. Là, on va voir que le value design va nous permettre de passer de la réduction du prix de vente à du value selling et puis d'aller le plus loin possible jusqu'au changement de business model. On va aborder un sujet qui est un vrai sujet que j'ai traité il y a quelques années, qui est pour un équipementier automobile qui fabriquait et qui vendait des supports de roue de secours à des constructeurs automobiles, qui nous a demandé de l'aide. Son objectif était de réduire le prix de vente pour vendre mieux, quoi. Et on a travaillé avec lui. Alors, je vous la fais courte. Euh, la réduction du prix de vente, on est passé très très vite. On a trouvé très très bonne façon de réduire le prix de vente. Surtout, on a travaillé sur bah, l'application de faire plus de biens avec moins de biens ensemble. Les résultats, vous allez voir, on a 30 niveaux d'innovation du plus simple au plus radical qui nous amène à des changements complets de façon de considérer le problème. Le prix a complètement disparu, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc on va commencer par travailler sur l'objectif de l'équipementier. On a démarré sur cet objectif, réduire le prix de vente d'un support de roue de secours. J'ai mis une petite image pour voir de quoi ça cause. Alors c'était sous une voiture, là c'est une remorque, mais c'était une pièce exactement comme ça. Donc le support de roue de secours, c'est le machin qui est sous la voiture. Donc c'est une pièce en métal avec deux points de fixation sous la voiture avec des charnières, une barre qui retient la roue qui est au-dessus, entre le châssis et la barre, et puis un point d'accroche à l'arrière du véhicule où on peut décrocher. Comme ça, quand on veut récupérer la roue de secours, on décroche le point qui est sur la droite là, la charnière fait descendre la roue qui glisse gentiment et comme ça on peut l'attraper pour remplacer la roue crevée. Voilà le principe. Ça coûte quelques dizaines d'euros à la vente. Au détail, ça coûte moins cher évidemment la vente B2B. C'est un sujet B2B. Alors on a démarré sur ce sujet-là. Comment faire pour réduire le prix de vente? Il y a les moyens classiques. Hein. Pour réduire le prix de vente, d'abord on peut réduire sa marge. Bon, ça n'arrangeait pas trop le fournisseur. C'est ce qu'il essaie d'éviter. Alors on peut essayer de faire plus de volume, standardiser sur différents modèles de voitures. Bon, on essaye. Bon. On peut essayer de faire coûter moins cher à la fabrication, optimiser le process, négocier mieux les achats au rando, etc. Bon, on a essayé tout ça, ça marche, hein, ça fait des choses intéressantes, mais on ne s'est pas arrêté là. On a été jusqu'à reconcevoir l'objet en fait. Du coup, on s'est dit, on peut faire un truc peut-être simplifié, allégé, et ça donne, par exemple, une conception plus simple, comme celle que je vous montre là. Euh, on a continué un petit peu plus loin, parce qu'en fait, il y a toujours deux points d'accroche et une charnière devant, donc trois points d'accroche. On se dit, c'est pas la peine, finalement, peut-être que s'il y avait qu'un point d'accroche à l'arrière et un à l'avant, et on arrive à la conception comme celle-là, où on a une seule barre avec une charnière, et déjà on voit que il y a beaucoup moins de matière, beaucoup moins de charnière, beaucoup de moins de, etc. Classique reconception. Et puis en fait, on n'a pas encore commencé à utiliser le value design. Je reviens là-dessus rapidement. Le value design, vous vous rappelez, c'est deux questions, un principe. Alors il y a des outils, mais la première question, c'est à quoi ça sert pour faire mieux, pour répondre aux vrais besoins. Et on répond à cette question avec les parties prenantes qui connaissent bien les besoins. C'est plus simple. Et puis la deuxième question, une fois qu'on connaît les besoins, pour chaque besoin, que suffit-il? Et on répond avec les parties prenantes qui connaissent les solutions. D'accord? Donc voilà en résumé notre raisonnement valeur. On revient, on va appliquer ça à notre support de roue de secours. Question qu'on va poser plusieurs fois, vous allez voir. À quoi sert le support de roue de secours? Je vous le donne en mille. Il sert à rattacher une roue sous la voiture. D'accord?
Alors à qui ça sert et qui c'est qui l'utilise, qui est la partie prenante utilisateur? Bah, c'est le constructeur de voiture. C'est lui qui veut accrocher une roue dessus et c'est lui qui va accrocher et vendre le support de roue de secours avec la roue de secours avec la voiture. Ok. On lui demande donc vous avez besoin d'accrocher la roue de secours sous la voiture. Ouais, donc vous avez besoin de tout un support. Ouais, bien sûr. Deuxième question, que suffit-il? Que suffirait-il pour attacher une roue? Bah, quand on va voir même chez le constructeur qui a attaché 4 autres roues sur la même voiture, tout d'un coup, il faudrait l'accrocher avec tout un machin, un support, etc. Alors que les autres roues sont accrochées avec 5 boulons. Ils suffisent, hein. Donc finalement, il suffirait de 5 boulons au lieu de tout ce machin. C'est beaucoup moins cher. Ah, ok. Bon, mais finalement, tout ça, est-ce que ça sert à attacher la roue comme les autres 4 roues sur la voiture? Faut l'attacher, mais les autres roues, elles soutiennent le poids de la voiture. Alors que cette roue de secours, elle ne soutient, le boulon ne soutient que son poids. Que suffit-il pour répondre au besoin d'attacher une roue seulement sur son poids? Bah, un des 5 boulons, ça suffit largement. Donc pour attacher une roue avec juste le poids de la roue sur la voiture, si vous mettez un des 5 boulons, ça suffit largement. D'où le concept que je vous montre là, de remplacer toute la grille et tout le machin avec la barre qui pivote, etc., par un boulon qui suffit pour attacher la roue. Ouais, mais attacher la roue, c'est pas le seul but. On ne veut pas juste attacher la roue de secours. Donc à quoi ça sert d'attacher une roue de secours? Bah, ça sert à disposer d'une roue de rechange, au cas où il y en a une des 4 qui roule, qui serait plus utilisable. D'accord? Donc que suffit-il pour disposer d'une roue de rechange? Bah, en fait, on avait déjà 4 roues. On n'a pas besoin de roue de rechange pour rouler. Pourquoi on en met une 5e? Bah, en fait, le vrai besoin n'est pas de disposer d'une roue de rechange, il est de pouvoir reprendre la route au cas où il y a une roue qui est dégradée au point de ne plus pouvoir le faire. Ah d'accord. Donc que suffit-il pour pouvoir reprendre la route? Bah, la réponse d'aujourd'hui, c'est la même roue que les 4 autres, ça paraît logique. Sauf que quand on crève, la voiture, elle a fait quelques milliers ou dizaines de milliers de kilomètres, et qu'on remplace une des roues qui a roulé pendant longtemps par la roue qui est dessous, qui est toute neuve, alors qui est toute salie, mais la bande de roulement est complètement neuve. Du coup, est-ce que ça fait bien le job de le remplacer par une roue qui est soi-disant identique, mais pas vraiment puisqu'elle est neuve? Bah en fait non. Que suffit-il en fait? Le vrai besoin c'est quoi? C'est pas de remplacer la roue par une identique, c'est de remplacer la roue par quelque chose qui permet de rouler jusqu'au moment où l'autre roue sera réparée. Ou bien les 4 pneus changés, ça on verra comment ça marche. Du coup, le vrai besoin de roue de secours, c'est une roue qui permet de rouler jusque chez le garagiste, et puis tout le temps que le garagiste va remplacer la roue par une qui va bien. On invente la solution que je vous mets là, la solution de roue qui suffit pour rouler quelques dizaines ou centaines de kilomètres, et pas à la vitesse la plus rapide de la voiture éventuellement, et on a inventé la roue galette, qui a comme avantage de coûter moins cher en pneus, moins cher en roues, etc. etc. Donc on est passé de notre roue de secours identique aux 5 autres avec un support avec charnière et tout le bazar, à une roue de galette et un boulon. Bon, mais en fait le besoin c'est si ça crève, c'est s'il y a une des 4 roues qui crève, de pouvoir retrouver une roue qui va bien. Il y a le service à rendre là, il est plus à rendre au constructeur pour lui permettre d'accrocher une roue, il est à rendre au conducteur. Qu'est-ce qu'il veut lui? Bah, il veut continuer à rouler. Qu'est-ce que c'est cette idée de mettre des roues sur une voiture qui vont tomber en panne? Donc le vrai besoin du conducteur, c'est de continuer à rouler sans s'arrêter. Qu'est-ce qui suffirait pour faire ça? Bah, de concevoir des roues dès le départ, là, les 4, increvables. Ça existe. Mais là, on a changé de métier.
On n'est plus chez un fabricant de support de roue de secours. On est chez un fabricant de roues. Attention de savoir si on peut faire ce changement-là. Mais cette solution existe. Et sur les voitures qui ont des roues increvables, il n'y a plus de support de roue de secours. Ok? Bon, c'est un cas un peu particulier. D'accord, ok, ça va. Bon, alors, si jamais j'avais des roues normales sur des voitures normales, est-ce qu'il existe une solution qui permettrait au conducteur de jamais crever? Bah ouais. Ce qui suffirait en fait pour le conducteur, c'est de rajouter, et ça existe, un traitement qui rend les pneus increvables. Voilà, ça existe, vous voyez, c'est le type de solution que je vous propose là. À nouveau, c'est un truc qui permet de ne plus avoir de roue de secours, donc de ne plus avoir de support de roue de secours. Ça change le métier. Et alors ça, c'est des systèmes où on rend une fois pour toutes quasi increvable la roue normale, d'accord? Un petit traitement en plus. Euh, Ce qui suffit, c'est pas que la roue soit increvable tout le temps, c'est éventuellement que si jamais il y a une roue qui crève, on puisse la récupérer directement, sans avoir à la changer. Ça existe. C'est une autre solution qui suffit pour répondre aux besoins du conducteur qui aurait crevé, c'est la bombe qui va regonfler le pneu, ok, et obturer le trou. Alors ça, vous allez me dire, c'est un cas particulier. Ouais, bah ça couvre l'immense majorité des cas de pneus crevés, pour lesquels on remplace la roue. Donc il y a beaucoup de voitures d'ailleurs aujourd'hui, dans les plus modernes, où on ne vous vend plus de roue de secours, on vous vend une bombe anti-crevaison. Mais que fait-on si jamais c'est pas réparable? Quand même, malgré tout, il existe encore des cas. Pour la petite histoire, je ne l'ai pas signalé au début, j'aurais pu. Il se trouve que euh, on a regardé les statistiques, j'ai plus les chiffres en tête, mais il se trouve que dans les voitures qu'on vous livre avec 4 roues plus une roue de secours, dans l'historique des véhicules depuis des dizaines d'années, on s'est rendu compte qu'il y a une quantité très très significative, mais vraiment des dizaines de pourcents de véhicules qui roulent jusqu'à la fin de leur vie sans jamais utiliser la roue de secours. Il y a plein de voitures que les constructeurs vendent où ils ont installé une cinquième roue pour si jamais et on l'utilise jamais. Vous voyez que ça vaut le coup de se poser la question de et si jamais on aurait une bombe, et si jamais on aurait non pas une roue de secours, on aurait une bombe, ça va limiter le nombre de cas où la roue n'est pas réparable à la portion congrue. Bon, admettons, on continue, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, on est déjà à des innovations de rupture successives, on est à déjà 6 ou 7. Euh, bon, si c'était pas réparable et qu'il fallait quand même changer la roue, ça peut arriver. Donc on a le cas de figure original, on a une roue de secours, hein, on n'a pas évité la roue de secours, on en a une, il faut l'accrocher. Bon, on a inventé un système simple pour accrocher la roue de secours, mais c'est pas fini. Il faut la détacher. D'accord? C'est la première chose. Alors, du coup, le besoin du constructeur, c'est de mettre à disposition une roue de secours. Le besoin du conducteur, c'est de changer la roue. Première étape, il faut récupérer pour le conducteur la roue qui est sous la voiture. Donc si elle est accrochée avec un boulon, il faut juste défaire le boulon. Bon, on défait le boulon. Ah oui, mais la voiture, si vous défaites le boulon, la roue tombe, mais elle est sous la voiture. Il faut aller la récupérer. Là, il y a un besoin qui serait de ne pas se salir. Comment on fait? Bah, déjà, il faut attraper la roue et puis il ne faut pas se salir. Que suffirait-il pour attraper la roue? Bah, on a un truc qui pèse, je sais pas, une dizaine de kilos à attraper sous la. Il n'y a pas de prise. Bon, bah, il suffit de faire comme on fait quand on prend un pack de bouteilles d'eau, hein, ça pèse 8 kilos, 6 fois 1,5 litre. C'est pas facile à attraper. Il suffit d'y mettre une petite poignée en plastique, scotché. Et ben voilà, c'est donc un principe qu'on peut rajouter. On a mis notre boulon qui fait tomber le truc derrière, mais on a vu, il nous manque un machin pour attraper la roue. Ben on rajoute un scotch, une poignée autour de la roue, ça suffit tout à fait pour pouvoir attraper la roue. Et pour pas se salir, bah vous savez, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui suffit pour pas se salir les mains? Bah, de rajouter avec le kit ou dans le coffre quelque part, de rajouter un gant, deux gants en plastique mono-usage, et puis un petit tapis de sol qui permet que la personne qui sort de la voiture pour changer la roue va pas s'en mettre partout.
Quel est le constructeur qui a pensé à mettre ça dans le kit? J'en connais pas beaucoup. Bon, voilà une petite innovation en passant. Bon, bah alors, on a l'autre personne qui a récupéré sa roue de secours et elle l'a dans les mains. Elle va changer la roue. Que suffit-il? Bah, les moyens classiques. Ça, on n'est pas obligé de travailler dessus. On va passer vite. On suppose qu'on a une clé qui va bien, un cric qui va bien, les muscles qui vont bien, mais on pourra en reparler. Une fois qu'on a changé la roue, on se retrouve avec la roue cassée. Alors là, il y a un besoin, c'est de réattacher la roue pour la remettre dans la voiture. Qu'est-ce qui suffit? Bah, on a notre système pour remettre la roue sous la voiture, mais finalement, qu'est-ce qui suffit pour ranger la roue qui est dégradée? Bah, de la mettre dans le coffre. Il n'y a pas besoin de la remettre sous la voiture, puisqu'on est juste en train de l'amener chez le garagiste. Il n'y a pas besoin de la rattacher pour des milliers de kilomètres sous la voiture. Donc on met la roue dans le coffre. Ah ouais, mais on va tout cocher. Bon, qu'à cela ne tienne, si on veut mettre la roue dans le coffre, eh ben on rajoute un sac en plastique pour ranger la roue, pour pas tout salir. Ça existe, ça coûte quelques centimes, c'est vraiment ridicule. Donc vous voyez, on a à nouveau ça. Alors il y a quand même un cas de figure qui arrive classiquement, c'est qu'en général on crève quand la voiture est chargée, hein, et qu'on va à un mariage, en gros, qu'on est tout propre et qu'il n'y a plus de place dans la voiture. Bon, donc là on se dit, ah ben zut, je vais pas pouvoir la remettre dans le coffre, même avec un sac, il va falloir que je la remette à sa place originale. Bah ouais, mais là j'ai ma poignée puis j'ai mon boulon, mais comment je fais pour remettre le boulon? Parce que je peux pas repasser sous la voiture. Ah ouais, là il y a un vrai problème d'ergonomie. Eh ben, imaginons que j'ai une roue avec un boulon d'un côté qu'il faut que j'aille l'accrocher sous la voiture. Je pourrais la porter par en dessous, mais c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas évident de passer sous la voiture et sous la roue. Donc, bah, faudrait peut-être la tirer d'en haut. Ah ouais, c'est pas con, comment on fait? Eh ben, en fait, il suffit de faire un trou dans le boulon avec un câble qui passe sous la roue, qui attrape la roue par en dessous et qui vient se loger à l'intérieur du coffre, à l'endroit où on met le boulon. Ce système existe, en voilà la photo, c'est un des principes qui est utilisé. Vous voyez que ça nous a remplacé tout le système métallique qui permettait d'accrocher, décrocher, livrer la roue, et puis remettre la roue et la rattacher en dessous sans problème. Il suffit d'un câble et d'un boulon. Ok? On a quand même pas mal gagné d'argent sur tout ce coup-là, même s'il y a une roue de secours. Alors le truc dont je parlais tout à l'heure, c'est que si on demande au conducteur de quoi il a vraiment besoin, est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on lui livre une roue et qu'on le laisse se démerder au bord de la route pour remplacer la roue? Si je demande vraiment au conducteur qu'est-ce qu'il voudrait, bah il voudrait quoi, vous savez? Que quelqu'un vienne la remplacer à sa place. Enfin, moi je peux le faire, mais ma femme, c'est moins simple. C'est pas sexiste, c'est juste ce qu'elle m'a dit. Que elle changer les roues, c'est pas vraiment son trip. Donc si elle pouvait, en fait, ce qu'elle voudrait, c'est que le jour, au cas où il y a sa roue qui crève, bah, on peut lui mettre une roue de secours si on veut, mais elle a surtout envie que quelqu'un vienne faire le boulot à sa place. Et là, du coup, on se rend compte que pour remplacer tout ça, et le cric et le machin, et le conducteur qui ferait le boulot, on peut proposer comme service de remplacer la roue défaillante par une qui va bien, qu'elle soit sur la voiture ou ailleurs. D'accord? Ça, c'est un changement total de business model. On n'est plus en train de livrer un produit qui permet de soutenir, d'accrocher la roue de secours, et une roue de secours qui permet de remettre en panne le truc. On est en train de vendre le service de remettre la voiture en état. Ça s'appelle de l'économie de fonctionnalité. On a changé de business model, on vend du service et plus du produit. Et on a complètement changé de monde là. Est-ce qu'on l'a terminé? Bah, c'est déjà pas mal, on est passé au dépannage au lieu de la livraison d'un support. Mais qu'est-ce qu'il veut finalement le conducteur? Est-ce qu'il veut vraiment qu'on vienne le remplacer sa roue de secours? Sa roue endommagée? Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Bah il va repartir. Donc ce qu'il aimerait bien, c'est pas qu'on lui change la roue de secours, c'est repartir le plus vite possible. Bien entendu. Bah il y a d'autres solutions que de venir lui changer la roue de secours. C'est de venir lui proposer une autre voiture. Comme ça, on a tout le temps qu'on veut pour changer la voiture. Ok? Deux autres changements de business model.
Deuxième niveau. Comment on peut faire ça? Bah, du coup, on va lui vendre un service et on lui vendra soit le dépannage, premier business model, soit la fourniture d'une voiture qui va bien, location de bagnole, d'accord? Maintenant, ou bien on lui fait payer à chaque fois que ça arrive, mais c'est désagréable parce que ça risque d'être coûteux quand ça arrive. Donc, que font les gens qui sont devant une grosse dépense éventuelle en cas de panne, même si la solution les satisfait? Bah, ils aimeraient bien pas être surpris par le prix. On peut faire un troisième, du coup, changement, c'est-à-dire que suffit-il pour faire payer correctement ce prix au conducteur ou au propriétaire du véhicule? Bah, au lieu de lui vendre une opération de maintenance, de lui vendre une assurance de maintenance où il va payer une petite somme qui verra jamais, une petite somme ridicule tous les mois, pour que le jour où on doit intervenir, il ne paye pas parce que c'est contenu dans son abonnement de maintenance. Troisième changement de business model. OK? Alors ça, c'est si on est en B2B, en B2C, pardon, qu'on vend. On était en B2B au début, on vendait un produit au constructeur. Là, on est en B2C, puisqu'on va vendre un service au conducteur, un abonnement de maintenance. Vous voyez qu'on a déjà quelques niveaux de changement de situation. On est dans le value selling depuis un moment. Continuons. Admettons qu'on soit en B2C. Mais ça, c'est une personne avec sa voiture. Il y a un cas particulier, qui d'ailleurs n'est pas du tout particulier pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services aux automobiles. Ce sont les gens qui ont plusieurs véhicules, et en particulier les professionnels avec des flottes de véhicules. C'est pas ceux qui conduisent que ça gêne de crever au bord de la route. Eux, ils sont payés, et le temps qu'on répare, eh ben, d'accord. Maintenant, les gens qui ont des flottes de véhicules, le fleet manager, qu'est-ce qu'il voudrait? Bah, il voudrait pas. Vous pouvez lui proposer non pas un contrat d'assurance sur un véhicule, mais un contrat d'intervention sur toute sa flotte, ce qui permettra de faire d'installer un principe qui est de l'économie de partage, et qu'en fait le dépanneur qui devait se vendre chaque fois un nouveau conducteur, il va se partager entre tous les véhicules en panne, par exemple, d'une même flotte automobile ou de plusieurs flottes automobiles de plusieurs entreprises. Ce qui est encore un autre business model, c'est de ne pas se vendre à l'opération ou pas vendre un abonnement à un conducteur, mais de vendre un abonnement à un fleet manager pour l'ensemble de sa flotte, ce qui va permettre de mutualiser les besoins et d'optimiser la mise à disposition des interventions de dépannage de crevaison. Vous voyez qu'on a encore changé de business model. Une fois qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on en est passé à euh, proposer un service de réparation et d'intervention par abonnement à des fleet managers, on se rend compte que du coup l'intervenant a tout intérêt, s'il a vendu un abonnement sur ses interventions, à intervenir le moins possible. Comme ça l'abonnement sera payé et il ne devra pas intervenir et passer de temps. Comment est-ce qu'on peut faire du coup pour répondre à ce nouveau besoin qui est de minimiser les interventions de maintenance? Et là on travaille pour le mainteneur du coup, l'offreur de service, qui est la partie prenante. Eh bien, on peut essayer de limiter les causes d'intervention. Est-ce qu'il y a un moyen? Du coup, on va essayer de faire ce qu'on peut sur l'ensemble des moyens qu'on a pour éviter les crevaisons. Les crevaisons, quand on regarde la statistique des causes qui génèrent des crevaisons de pneus, hein, on est toujours sur nos pneus, n'oubliez pas, les principales raisons, c'est l'usure des pneus. Quand elle n'est pas contrôlée, à un moment, ils finissent par crever d'usure, d'accord? Il y a une deuxième cause importante, c'est que la pression des pneus n'est pas correctement gérée. Du coup, un pneu sous-gonflé ou surgonflé, il va crever beaucoup plus vite et s'user beaucoup plus vite. Puis il y a un autre truc, c'est les chocs. Avec ces trois causes-là, vous avez l'immense majorité des causes de crevaison. Après, évidemment, il y a les trucs qu'on trouve sur la route, les bouts de verre, les clous, les machins, etc. Mais ça, on ne peut rien y faire. Par contre, le mainteneur qui a proposé ses services à
fleet manager, il va pouvoir proposer d'agir sur les causes prévisibles. Du coup, le nouveau besoin, c'est d'essayer de remettre en état les pneus des véhicules de la flotte avant qu'il y ait un risque de crevaison. Que suffit-il pour ce faire par rapport à ce à quoi ça sert? Eh bien, de mettre en place des campagnes systématiques de contrôle de pression que peut réaliser le mainteneur pendant qu'il n'est pas encore en train de réparer des véhicules sur la route ou entre deux. Vérifier la pression et du coup gonfler correctement les pneus, d'accord? Voilà la première proposition. Et vérifier l'usure régulièrement des pneus. Et quand ils sont trop usés, de proposer de les remettre en état, non pas en changeant le pneu, mais en le rechapant, en particulier sur les véhicules professionnels. Il se trouve que les pneus des camions, pour parler clair, ils sont fabriqués de façon à pouvoir remplacer la bande de roulement sans remplacer la carcasse, ce qui est infiniment moins cher. Mais vous voyez qu'on a à nouveau changé de business model et on a enrichi l'offre de service du mainteneur qui passe de la réparation de pneus crevés à la prévention de pneus crevés et au maintien en état des pneus pour qu'ils crèvent beaucoup moins. Vous voyez qu'en fait, le vrai objectif qui est vendu, le vrai besoin du fleet manager et du mainteneur, c'est de faire durer les pneus le plus longtemps possible. Et bien voilà une autre possibilité pour répondre à ce besoin-là. Que suffit-il pour faire durer les pneus et que ça coûte le moins cher possible? Eh ben, le constructeur de pneus ou son acheteur a maintenant la possibilité d'acheter non pas des pneus pas chers, mais des pneus qui seront moins chers au kilomètre roulé. Comment on fait? Ben, on fait des pneus qui sont plus costauds, on fait des pneus qui sont plus faciles à remettre en état, à gonfler, à maintenir en pression, à rechapper, etc. C'est comme ça en particulier que certaines entreprises fabricants de pneus arrivent à vendre des pneus plus chers que des concurrents à bas coût, en mettant en évidence que leurs pneus vont rouler beaucoup plus longtemps et que du coup finalement le surcoût sera moindre, surtout qu'on devra les remplacer moins longtemps, moins souvent, ce qui coûte cher également au kilomètre. On est en train de changer de business model au fur et à mesure. Du coup, on est en train de dire qu'on pourrait vendre un abonnement de maintenance au fleet manager, de s'occuper du service. Mais du coup, l'intérêt qu'a le mainteneur de minimiser l'intervention, c'est de finalement baisser le prix de la maintenance au kilomètre. Ça ouvre la possibilité de mettre en place une autre technique, une autre méthode qu'on appelle l'économie de l'usage. Et au lieu de vendre un service au lieu d'un produit, ce qui était l'économie de fonctionnalité, on va vendre l'utilisation du produit et du service au lieu de vendre le service et le produit. Le business model qui vient à ce moment-là, c'est de proposer au fleet manager de payer une prestation pour le nombre de kilomètres roulés par leur flotte et par leurs camions. S'ils crèvent, on remplace. Avant qu'ils crèvent, on les met en état, etc., etc., etc. Donc le fleet manager n'a plus à se préoccuper du choix des pneus. Ça revient dans les mains du mainteneur, qui va choisir ce qui va le mieux entre des pneus chers, pas difficiles à rechapper et qui vont faire plus de kilomètres, ou des pneus qui crèvent plus vite mais qu'on va devoir remplacer et qui sont moins chers. La possibilité d'optimisation existe. Donc changement de business model, faire payer les pneus au kilomètre roulé. Alors maintenant, le mainteneur, il a plein de moyens pour éviter que les pneus ne crèvent, mais il y a quand même une cause principale et un besoin qui arrive pour le mainteneur. C'est de limiter les causes de crevaison. Il y a l'usure et il y a l'usure en particulier et la pression dont on a parlé. Et puis il y a les chocs. Mais les chocs, le mainteneur n'a pas la main dessus. Qui est-ce qui a la main dessus? C'est les conducteurs. Et les conducteurs professionnels, ils ne sont pas payés pour garder les pneus en bon état. Ils sont payés pour arriver à l'heure. Du coup, ils ont plutôt tendance à avoir des conduites dynamiques
pour partir plus vite, arriver plus vite, passer le feu, etc. Et il se trouve que cette conduite-là, eh ben, ça a tendance à créer beaucoup plus de chocs et à user beaucoup plus les pneus au freinage et à l'accélération. Du coup, on voit qu'il y a un besoin qu'il y a un besoin du mainteneur qui serait de faire en sorte que les conducteurs génèrent moins de frottement et de choc sur les pneus. Comment on fait? Eh ben, on se rend compte que le mainteneur a la possibilité d'aller agir sur les constructeurs, par exemple en leur faisant des sensibilisations, non pas au fait que les pneus ont crevé, ils s'en foutent un peu, mais au fait qu'ils vont perdre du temps si le pneu crève à cause d'un choc, à cause d'une conduite intempestive. Du coup, les mainteneurs de pneus, les gens qui passent ces contrats de maintenance du pneu au kilomètre, euh, ont lancé, une réalité, on a fait ce projet-là, ont lancé des campagnes de communication auprès des conducteurs pour qu'ils se rendent compte que de conduire moins brusquement, ça va leur faire gagner du temps, en même temps que ça fera gagner de l'argent aux mainteneurs. Il y a eu ce premier type d'action, et puis les gens se sont rendus compte qu'il y avait un deuxième moyen de sensibiliser les conducteurs à une conduite qui génère moins de choc et moins d'accélération, c'est leur sensibilité à l'environnement. Du coup, le nouveau besoin qu'on peut traiter, enfin, pour le besoin, pardon, de sensibiliser les conducteurs à une conduite plus détendue, il y a une autre solution qui suffirait. Bah, on a parlé de la sensibilisation au temps qu'ils vont perdre si jamais ça crève, mais on peut aussi les sensibiliser à l'impact environnemental de la crevaison. Ça fait jeter un pneu, ça fait une intervention, ça fait des kilomètres perdus par le mainteneur, etc. La sensibilité, du coup, les mainteneurs de flotte professionnels ont pensé à développer une sensibilisation à l'éco-conduite pour les conducteurs. Au lieu de faire simplement une sensibilisation à vous perdrez moins de temps, c'est non seulement vous perdrez moins de temps, mais on va vous apprendre à conduire pour respecter la planète et l'environnement. Formation à l'éco-conduite qui est offerte par le mainteneur, parce qu'il se trouve que le conducteur qui a suivi de l'éco-conduite, il va conduire beaucoup plus doucement, beaucoup moins accéléré, beaucoup moins freiné, du coup avoir beaucoup plus de temps pour éviter les obstacles et les chocs. Et ça se répercute directement sur le coût d'usure et de maintenance des pneus, par une formation à l'éco-conduite. Vous voyez où on en est. Ça a amené ces formations, les mainteneurs, à se dire mais comment est-ce qu'on peut former, mais aider au cours du temps les conducteurs à conserver de l'éco-conduite? Eh bien, certaines startups qui ont été prescrites par des mainteneurs et des fleet managers proposent des applis d'éco-conduite. Avec leur smartphone, ils peuvent voir les accélérations, les freinages, les virages, les machins, les kilomètres, etc. Ce qui permet d'afficher au conducteur s'il a vraiment une conduite responsable. Vous voyez qu'on est en train de rajouter une appli pour aider les conducteurs à mettre en place leur formation d'éco-conduite pour éviter d'user les pneus, pour qu'ils ne crèvent pas, pour que ça coûte moins cher en pneus, qu'on n'ait pas besoin de roue de secours et du coup pas besoin de support de roue de secours. Hein, voilà où on en est. Ça c'est un joli job. Et c'est pas fini. Parce que quand on fait de l'éco-conduite, il y a d'autres aspects qu'on pourrait traiter. C'est-à-dire qu'il y a d'autres points que le pneu qui sont touchés, qui sont améliorés par l'éco-conduite. Il y a les plaquettes, il y a l'embrayage, il y a d'autres éléments sur lesquels on pourrait former les conducteurs qui leur permettraient d'avoir une usure des pneus moins importante. On les rajoute à tout notre cahier des charges, c'est tout à fait possible de les former à ça. Ça va dans le... J'y reviendrai juste après. Maintenant, le pneu, il ne sert pas que à accélérer, freiner, tourner et à éviter pendant le plus de kilomètres possible. Il se trouve qu'il y a d'autres utilisations du pneu. Il y en a une en particulier qui est très importante,
qui est le bruit généré par le pneu. C'est une fonction à laquelle on ne pense pas forcément, une utilité, ou enfin un défaut, mais un critère de choix d'un pneu, c'est le bruit. Et il se trouve que du coup, on peut en profiter pour proposer aux utilisateurs, aux fleet managers, de faire des pneus qui non seulement font ce que fait un pneu normal, c'est de rouler le plus longtemps possible sans problème, mais en plus, qui vont respecter les oreilles. Et du coup, on arrive avec un critère qui devient humain, sociétal, de euh, conditions de travail des conducteurs, en pouvant intégrer dans notre cahier des charges une nouvelle partie prenante qui est euh, le responsable RSE de l'entreprise et la DRH, qui vont être intéressés à éventuellement financer des pneus un peu plus chers, mais qui font moins de bruit, pour que les conducteurs et les voisins des camions et des véhicules soient moins gênés par le bruit des pneus. Donc vous voyez que là, on est dans autre chose, on est dans le jobs to be done. Le pneu, ça sert à rouler, d'accord, mais il y a des effets du pneu sur les gens autour qui peuvent devenir des critères de sélection d'un pneu qui serait plus cher parce qu'il ferait moins de bruit. Vous voyez encore un élément de conception optimale du prix du pneu qui là va pas en baisser le prix, mais va en augmenter le prix de vente. Une fois qu'on en est là, on se rend compte que finalement, une fois que la responsabilité de l'ensemble de ces performances est dans la main du mainteneur, le prix au kilomètre et l'ensemble des autres impacts, on en arrive à faire un pneu qui peut afficher un peu une prestation qui vont permettre d'afficher un meilleur impact environnemental et sociétal, qui est ramené dans les mains du fournisseur de services rendus par les pneus, qui du coup a la possibilité de développer maintenant des pneus qui vont être beaucoup plus chers, éventuellement, mais qui vont répondre à un nouveau cahier des charges, par exemple ce qu'on appelle maintenant les pneus verts. Les pneus verts, c'est des pneus qui vont moins abîmer l'environnement, donc avec moins de matières fossiles, qui sont embêtantes, donc plus de matières d'origine naturelle. Il se trouve que les pneus, au départ, c'était fait en caoutchouc naturel, et maintenant plus du tout. On peut remettre du caoutchouc naturel ou remettre d'autres polymères qui vont bien d'origine naturelle. On peut proposer, pour des raisons d'impact environnemental, d'augmenter le taux de rechappement des pneus, ce qui permet de minimiser les nouvelles matières utilisées. On peut proposer de mettre en place des systèmes de recyclage des pneus usés ou des matières usées, et du coup proposer de mettre en évidence qu'on rend des services à la planète en récupérant des matières. On n'en est pas à proposer des pneus faits avec des matières recyclées, c'est un peu différent. Un autre impact qui peut être très intéressant à valoriser par un fournisseur aux acheteurs de pneus ou aux services de mise à disposition de pneus, c'est l'impact sociétal du Made in France. Aujourd'hui, vendre du Made in France, ça vaut cher pour des entreprises, en particulier en France. On peut faire le même coup dans d'autres pays en Europe, ou du Made in Europe au moins, plutôt que du Made in là où c'est pas cher. D'accord? Je ne vous fais pas de dessin. On en est là, c'est-à-dire qu'on peut améliorer la valorisation de notre pneu en le vendant vert. Aujourd'hui, ça se vend. Autre moyen d'améliorer la valorisation du pneu en travaillant sur sa conception, qu'on le vende ou qu'on le mette à disposition. On se rappelle que la façon de conduire des conducteurs a un impact sur l'usure et le remplacement des pneus, bien entendu, mais a un impact sur un autre facteur crucial sur le prix de revient de la flotte, c'est la consommation. Selon la façon dont les gens conduisent, la consommation va être infiniment plus grande ou plus faible. Des études que j'ai vues mener ont montré que les conducteurs professionnels n'ont aucune idée de combien consomment les camions qu'ils conduisent. Aucune. Ils savent qu'il faut faire le plein, mais de toute façon, c'est pas eux qui payent l'essence. Et de toute façon, ils n'ont pas, en général, d'incitation à consommer moins. On a vu que celui qui a le plus intérêt
à minimiser, à améliorer et à adoucir la façon de conduire, bah, c'est le vendeur ou fournisseur de services de pneus, d'accord? Et ben celui-là, il peut avoir les formations à l'éco-conduite qu'il a proposées permettent d'agir sur le coût des pneus, mais vont permettre d'agir sur la consommation. Comment peut-il récupérer, capturer une partie de cette valeur-là? Eh bien, il se trouve que le pneu lui-même, dans sa conception, a un impact significatif sur la consommation du véhicule, selon le frottement. La conception du pneu va faire augmenter ou diminuer le frottement du véhicule. Du coup, le fournisseur de prestations pneus au kilomètre a tout intérêt à mettre en évidence une valorisation des économies d'essence et de consommation qu'il va pouvoir faire à son client par le choix des pneus et par la formation de ses conducteurs à l'éco-conduite. Vous voyez qu'il y a là un énorme gain qui est fait par le fleet manager si les gens consomment moins, qui peut être capturé par le fournisseur du service de pneus s'il vend du pneu au kilomètre roulé et à la consommation cible. Vous voyez où on en est. En fait, on en est au 8e changement de business model selon les niveaux. On peut s'arrêter là, je pense que ça suffit. Vous voyez, la démonstration est faite qu'en partant d'un projet très classique pour un équipementier automobile qui vend des supports de roue de secours en métal, et c'est son métier, d'accord, et qui demande de faire en sorte de pouvoir vendre mieux et gagner plus d'argent sur ces supports de roue de secours. On en arrive avec 28, 29, 30, j'ai fait le compte, étapes de raisonnement qui sont à chaque fois une boucle d'itération entre à quoi ça sert ce que je viens d'étudier, que suffit-il pour le rendre, quel est le nouveau besoin qui arrive, qui est un nouveau à quoi ça sert, que suffit-il pour le rendre, et du coup on arrive du service à rendre par le support de roue de secours au service à rendre pour la mise à disposition d'une flotte qui ne consomme pas beaucoup, avec 8 changements de business model. Ça, c'est du value selling. C'est une quinzaine ou une vingtaine d'opportunités d'innovation radicale sur le même sujet. Voilà ce qu'on peut faire avec le value design sur ce genre de sujet. À bientôt pour une autre histoire. Merci. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ta 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 ta.